balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo oteka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler politique internationale, politique nationale, toutes les questions liées à l'actualité. On en parle avec un cadre de l'UDPS, le président de la Chambre du commerce RDC Israël, candidat député national en 2011, circonscription de Lukunga. Il est DG de la société Millennium Capital et BA3P, bureau d'analyse stratégique. Il s'appelle Patrick Kamanga. Patrick, comment allez-vous? Très bien, merci Christian. Ça se passe bien. Oui. Et l'UDPS? Ben, l'UDPS, tu as vu, hein, depuis qu'on s'est rencontrés les premières fois, tu as vu quelle évolution hein, aujourd'hui. Vous avez gagné les élections. Ben, voilà, ils ont gagné les élections, le président a pris la présidence, donc tout va bien. Et vous avez cassé l'alliance FCC Cash. Bon, ça devait arriver. Hein. Je sais bien que, comment dire, génétiquement, on n'était pas très proches. Donc, circonstanciellement, vous l'avez été. Nous l'avons été pour assurer, comment dire, un processus normal hein, de passation de pouvoir, mais je crois que les différends étaient trop importants. Alors, il faut dire déjà que l'actualité dans l'international, c'est parce que vous vous intéressez très souvent à des questions internationales. Le Capitole, pour la première fois de l'histoire, a été envahi par des militants suite à une vidéo de Donald Trump. Et quand on essaie de regarder dans l'histoire, on se rappelle que la Rome avait été aussi attaquée par la même chose, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, et les gens étaient pratiquement habillés de la même façon. Plusieurs siècles après, ça se reproduit. Qu'est-ce que ça vous a dit, vous? Mais écoute, tu vois, si on en parle, hein, essentiellement, c'est par rapport, enfin, si je peux me permettre d'en parler, c'est par rapport à mon bureau d'analyse stratégique. Comme on le sait, tout ce qui se passe aux États-Unis a de grosses implications ici en RDC. Donc, on a vu cette deuxième tentative de procédure d'impeachment envers le président Trump. Ah, c'est la deuxième fois pour un président et bien la première fois dans l'histoire américaine. C'est la deuxième fois, mais c'est parce que actuellement, on le sait, il est très critiqué. On se demande toujours pourquoi il est critiqué comme ça. Lorsqu'on pose des questions, on est toujours sur un argumentaire relatif à son faciès ou à sa façon d'être, mais on ne critique jamais son programme et ce qu'il a accompli. Or, c'est un président, je suis désolé, mais si on devait le coter, hein, il a fait presque du 85%, voire du 95%. C'est quelqu'un qui a réalisé et qui a de bons résultats, qui a fait de bons résultats. Après le travail d'Obama, bien évidemment. Oui, c'est vrai que c'est souvent l'argument que j'ai entendu. Il faut savoir une chose, c'est qu'Obama a bénéficié de 2 mandats. Et Obama commence ces 2 mandats avec une crise qu'il fallait résorber, la crise des subprimes. Mais il faut savoir aussi qu'au début de son mandat, il y a un plan de refinancement de l'activité économique, qui est le plan Paulson, qui était président de la Fed et qui s'élevait à 787 milliards. Donc c'est un des plans de financement les plus importants aux États-Unis. Donc Obama, il commence son mandat avec un beau coussin économique et ça lui permet de faire le mandat qu'il a fait. Ok. Et Donald Trump,
Ben, Donald Trump arrive, il essaie de continuer sur cette longueur, et il a bien fait. Il a bien fait sans appui essentiellement de la Fed, etc. Lui, il se focalisait essentiellement sur de bons résultats au niveau de la bourse. Donc là, il a fait de très très bons résultats. Et il avait une politique, on va dire, guerrière, une politique stratégique envers, enfin géopolitique, je vais dire, qui consistait en fait à ramener son armée à la maison. Tu vois, lui, c'était pas un guerrier. C'est pour ça qu'on a constaté dans son mandat la comparaison qui est la plus souvent faite par rapport à Obama, c'est que c'est pas un président guerrier. Il n'a fait aucune guerre. Donc, sans faire de guerre, il a fait aussi bien en termes d'emploi que Obama. Hein, c'est en fait ça qui se passe aux États-Unis. Et pour vous, Donald Trump était un bon président? Et c'est un bon président. Oui, pour vous, parce que pour beaucoup de personnes, Donald Trump, c'était un président perdu, c'est quelqu'un qui ne comprend absolument rien de la politique internationale, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le rouage international, il n'a aucun respect pour les organisations internationales, il peut sortir les États-Unis des vieux contrats, des vieux traités de plus de 2 siècles, 1 siècle même s'il faut, alors il ne regarde pas, c'est un tutomane, alors finalement on l'accable de tout, dans tous les sens. Pourquoi, selon vous? Mais c'est assez étrange, je te jure, enfin, il faut analyser bien ça en profondeur. Il faut comprendre que les démocrates sont, comment dire, sont partenaires de la plupart de toutes ces grosses entreprises de multimédia. Alors, dès le départ, dès le début de son mandat, il y avait déjà des attaques. On l'accusait d'avoir été élu par l'appui de Moscou. Tout y passait. Mais lui, tout le long de son mandat, ce n'était que ça, que des accusations par-ci, par-là, et puis tentative d'impeachment première fois, et puis vers la fin, juste avant les élections, on le critique, il y a la crise Covid qui arrive, et malgré la crise Covid, lui, il fait de bons résultats, hein, au niveau de la bourse, etc. Il est toujours au top, ça chute un peu, mais il est quand même dans les meilleurs résultats que faisaient les États-Unis depuis toutes ces années. Et puis, voilà qu'à la fin, il est encore terriblement critiqué, mais on l'attaque sur beaucoup de points qui ne sont même pas, de son fait, on va dire. Parce que si vous regardez, par exemple, l'électorat républicain, c'est vrai qu'il compte parmi ses membres, ces gens qu'on a un peu qualifiés d'extrême droite, de néo-nazis, etc. Mais c'est une frange que lui-même a mis un peu de côté, qui ne supporte pas très fort. Hein, mais qui ne critique pas aussi, visiblement. Non, il peut pas critiquer parce que c'est quand même une base, c'est une frange de l'Amérique profonde. On les considère comme néo-nazis, mais vous savez, dans l'Amérique aujourd'hui, ce sont des communautés qui ont une forme de lien, ils trouvent leur propre lien. Et ce groupement-là se retrouve sur des idées un peu suprémacistes, blanches, etc. Mais on va dire, c'est pas sur ça que Trump se base. Trump, il se base sur un électorat chrétien. Donc, comment dire, les différentes églises. Vous avez vu comment systématiquement, il aime bien arborer une Bible, ou bien il va souvent vers cette communauté-là. On le voit dans la Maison Blanche appeler les pasteurs prier. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, il a souvent insisté dans ses discours que c'était vers eux qu'il... On dit aussi qu'il est raciste. C'est ça, c'est des on-dit. Ouais. C'est des on-dit, parce que si vous le voyez, bon, c'est vrai, hein, si vous regardez un peu dans ses équipes, dans son équipe, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de noirs, il n'y a pas beaucoup de représentation d'autres cultures. Voilà, à très haut niveau. Oui. Mais si vous descendez encore, vous voyez. Mais ce qui se passe, c'est que les républicains, dans les zones où ils sont essentiellement majoritaires, hein, où ils sont majoritairement votés, ce sont des communautés en général qui sont blanches. Alors, les axes comme Washington et vous voyez tout ce qui est en périphérie, hein, au bord de l'océan, toutes ces zones-là sont majoritairement, ils votent démocrates. Et donc, c'est ça qui fait un peu la différence. Et toutes ces zones-là sont
sont souvent occupés par des populations. Mais il a immigrées. critiqué Obamacare, ce qui a dérangé plusieurs personnes, avec sa politique de séparer la Mexique et tout ça. Voilà, le grand mur, le grand mur. Mais ça c'est vrai que ça a été critiqué parce qu'on essayait de le présenter justement comme un raciste et qu'il avait mis ce mur pour empêcher cette immigration. Mais lui, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est que sans ce mur, vous avez beaucoup de membres de cartels qui font du commerce de drogue. C'est ça le gros problème en réalité. Et c'est de ça que se plaignent toutes ces populations aux frontières. Et Trump, quand il discute avec le président mexicain, c'est pour régler ces problèmes. Et vous voyez, encore une fois, on le critique pour son franc-parler, sa façon d'être. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui prend pas trop de mesures dans sa façon de s'exprimer ou d'être. Hein. Donc, il n'est pas dans le politiquement correct. Alors, oui, exactement. Quel est l'impact que cela peut avoir, le départ de Trump? Parce que c'est dans 4 jours, 5 jours qu'il est censé partir. D'abord, est-ce qu'il a accepté de partir? Parce que j'ai appris qu'après la pression, il a dit, bon, il était prêt à faire une passation civilisée, mais avec un président qui n'a pas gagné les élections. Encore là, il fait encore des pics. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions, la gouvernance de Biden au Congo? Écoutez, nous, on partait sur une idée du fait que lorsque Félix arrive au pouvoir ici, Félix était un peu isolé. Vous avez compris que c'était notre passation de pouvoir a été un peu houleuse. Félix arrive, il était un peu isolé, mais il était appuyé par le peuple. Là, on peut pas démentir cela. Ce qui se passe, c'est que les précédentes administrations, Clinton et par la suite Obama, on comprend bien que stratégiquement, ils ont toujours supporté l'axe Ouganda-Rwanda. Et donc, lorsque vous les supportez, vous leur donnez des appuis et ils ont une certaine confiance, par exemple, à nous déstabiliser à l'Est. Alors, quand Trump arrive, lui, il met un terme à ça. Parce que lui, il n'a pas d'affinité avec Kagame, il n'a pas d'affinité avec tout cet axe Est. Et lorsqu'il met un terme, il leur dit clairement, hein, même par le biais de ses ambassades, il dit clairement que le Congo est une zone où il ne faut plus entrer. Bon, maintenant, si on a encore des dérangements à l'Est, c'est plus on va dire, c'est plus interne. Hein. Vous savez, maintenant, on le sait que ce sont quelques généraux des FRDC, ou quelques notables, quelques chefs des tribus. On a un peu compris qu'est-ce que c'était là-bas parce qu'on nous arborait souvent ADF, etc. Mais maintenant, on commence un peu à voir clair et j'espère que le président va pouvoir mettre un coup de filet. Mais il faut retenir qu'en RDC, on a eu une certaine accalmie grâce à Trump. Parce que s'il n'était pas là, je vous assure que on serait peut-être démantelé aujourd'hui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que Biden suivra la même logique ou Biden, qui est très proche des républicains, je veux dire, qui est très proche des démocrates, parce qu'il n'est pas très proche, il est démocrate, et que les démocrates ont une certaine, je ne sais pas si je vais dire légèreté sur les questions congolaises. Ils trouvent le Congo extrêmement grand, qu'il faut redéfinir, qu'il faut aussi pas que le pays soit divisé, balkanisé si vous voulez, mais que d'autres pays aux alentours reprennent quelques terrains. Est-ce que vous pensez que Biden gardera la même logique? Espérons que non, parce que t'imagines bien, tu vois tout ce qu'on a abattu pour arriver au pouvoir, les thématiques qui étaient défendues au sein de l'UDPS, maintenant au sein de la présidence. Imagine que Biden arrive et qu'il mette en avant ces thématiques. Ça passera pas. Là, c'est pour ça qu'on encourage le président à ouvrir ses alliances. Et il le fait déjà très bien. Il a de bonnes alliances avec la Chine, il a de bons rapports avec l'Occident. Avec les États-Unis, maintenant, il essaie d'avoir des groupes de lobbying qui se rapprochent aussi de Biden pour un peu changer cette vision des choses. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça soit dangereux dans la mesure où on sent que quand Donald Trump était au pouvoir, Félix Tshisekedi ne parlait pas de la Chine, et sinon il ne le mentionnait pas beaucoup, mais là, depuis que Donald Trump a consenti de partir, on sent un renouvellement de rapport avec la Chine. Alors, est-ce que c'est un désespoir sur le L
États-Unis, Amérique, ou on se dit, bon, on ne compte pas beaucoup, on va aller du côté de la Chine? Non, en fait, c'est une façon, une vision dynamique en fait d'adopter sa politique étrangère. Lorsque Trump était là, Trump était un allié puissant. On ne va pas se permettre de décevoir ou de piquer en fait un allié puissant. Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours de bonnes relations avec le Congo a d'excellentes relations avec les puissants en général. Mais il faut montrer un axe. Et l'axe qu'il avait désigné, c'était États-Unis, RDC. Bon, voyons voir le positionnement de la nouvelle équipe. Même si tu l'as bien relevé, Trump n'était pas très d'accord avec les résultats des élections. Moi, je lui donne raison, mais bon, maintenant, c'est un pays où les lois s'appliquent et voyons voir comment les choses évoluent. Dans quelques jours, il va céder la Maison Blanche. Et nous devons voir quelle sera la nouvelle stratégie des États-Unis par rapport aux pays d'Afrique centrale. Je vous sens un peu déçu des élections de l'Amérique. On dirait que vous auriez bien voulu que ce soit Donald Trump qui remporte les élections, mais les résultats ont été contraires. Donald Trump ne peut peut-être pas se prévaloir d'avoir perdu, ou je veux dire d'avoir été une victime, parce que Oui, Clinton dirait la même chose. oui, Il arrive à dire exactement. la même chose et que, écoute, quand tu as perdu, tu acceptes que tu as perdu. Alors, bon, c'est vrai qu'après, on regarde la partie est de la République, les rapports, mais est-ce qu'on peut, avez-vous une idée sur le rapport du Rwanda et Biden, ou son bureau Biden, Burundi, Ouganda? Quels sont les rapports de nos voisins avec l'Amérique de Biden? Bon, il faut bien comprendre que le Parti démocrate a d'excellentes relations dans ces zones-là et ils maintiennent des relations. Il y a toujours des groupes de lobbying, parce qu'on fait toujours du lobbying là-bas, hein, donc tous nos pays montent des groupes de lobbying qui exercent leur lobbying là-bas. Et on peut imaginer que ces pays ont de bonnes relations depuis longtemps. Mais ça n'empêche que le Congo, c'est un gros morceau et qu'on ne peut pas le négliger. En fait, on nous négligeait souvent parce que nous n'étions pas un État de droit et que les politiques que nous appliquions n'étaient pas des politiques, on va dire, qu'on pouvait avec qui on pouvait traiter. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses ont changé avec Félix Tshisekedi? Disons que il montre des directions, il donne des signes. Le signe le plus fort, hein, c'est d'essayer de restituer l'état de droit, tu vois, de remettre en place tout ça. Parce que si vous n'avez pas d'état de droit, comment vous faites les affaires? Vous savez que les États-Unis, pendant toutes ces années, leurs entreprises ne pouvaient pas faire d'affaires avec nos entreprises. Parce que tout simplement, légalement, on n'a pas d'accord, ça ne se passe pas bien. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas beaucoup d'entreprises américaines s'investir ici. Dernièrement, on a vu que l'ambassadeur a un peu exercé au niveau des relations internationales pour qu'on adhère à l'AGOA. Et c'est ça qui va peut-être nous aider à développer le business vis-à-vis des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui l'Amérique, d'abord, je veux dire nous, est-ce que le président a des entrées chez Biden? Est-ce qu'il utilise Mukwege? Est-ce qu'il utilise Mutombo Dikembe, qui, ces deux ont des relations assez personnelles avec le clan Biden? Est-ce que le chef de l'État utilise ça ou il a d'autres moyens? Avec Nzita peut-être, l'ambassadeur américain? Oui, non, mais, en fait, il y a plein de voies. Hein, tu as déjà cité Dikembe Mutombo, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il propose, mais il y a des gens qui sont là-bas, on a des Congolais, même des membres UDPS hein, qui vivent là-bas et qui s'en vantent même parfois d'avoir de bonnes relations avec lui. Mais on va dire, en interne à la présidence, ils ont des services. Quel est aujourd'hui, est-ce que Félix Tshisekedi est prêt à donner? Qu'est-ce qu'il a, lui, à donner à l'Amérique? Bon, en fait, c'est difficile à dire parce que dans les échanges internationaux, nous qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que les Américains importent déjà enfin, ils ont déjà beaucoup de partenaires. C'est beaucoup plus, on serait beaucoup plus un pays, nous, qui importerait. Hein? Mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Mais, on a des minerais très importants pour eux, pour la recherche spatiale.
Non, non, on a beaucoup à donner en termes de géologie, on va dire. Et dans le conflit États-Unis-Chine, le curseur de la RDC se place où? Écoute, je crois qu'on doit rester neutre. Tu sais ce qu'on dit quand Ouais. deux grands s'affrontent. C'est l'herbe sous le pied Ouais. qui en pâtit. Non, là, je crois qu'il doit vraiment rester neutre. Et alors, très bien. Mais maintenant, parlons de la diplomatie dans sa partie fonctionnelle. Est-ce que le chef de l'État va changer tous les ambassadeurs et redynamiser cette politique diplomatique pour permettre aux Congolais qui vivent à l'étranger d'obtenir tous les documents légaux sans aucun problème? Est-ce que le chef de l'État va laisser les ambassadeurs nommés par Kabila? Comment va-t-il faire finalement pour redynamiser ce côté-là? Tu vois, déjà quand tu poses la question, il y a deux sujets qui surgissent. C'est le coût. Hein, qu'est-ce que ça peut coûter à l'État? On voit déjà très bien tout ce que ça nous coûte d'organiser toutes nos, on va dire nos ajustements politiques hein, qui actuellement. Alors maintenant, rapatrier tous les ambassadeurs, ça veut dire quoi? Les ramener au pays, qui puissent s'installer ou en installer d'autres. Tout ça, il faut y réfléchir. Et puis, se pose aussi la question des compétences. Hein, est-ce qu'il est facile pour nous, Congolais, de faire revenir comme ça un ambassadeur et en renvoyer un autre dans un pays où il doit connaître la langue, etc. C'est là que se pose la question, est-ce que c'est idéal de faire revenir comme ça des ambassadeurs FCC? Moi, je pense qu'il doit y aller petit à petit. Là où il peut, donc dans des pays qui sont très stratégiques comme les États-Unis, la Chine, là tu envoies quelqu'un qui donne une bonne image de votre mandat. Et pour d'autres pays, il faut aller progressivement. Très Moi, bien. je pense que c'est pas... Parlons local maintenant. La RDC, il s'est passé un vent ces derniers temps. C'était un vent de l'union sacrée. Eh bien, ce vent a emporté le perchoir de l'Assemblée nationale, je veux dire le bureau de l'Assemblée nationale. Ce vent a secoué le bureau du Sénat. Ce vent secoue terriblement le Premier ministre. À un moment donné, on se pose des questions. Jusqu'où ce vent va-t-il aller? Mais, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le président arrive au pouvoir. Le peuple souhaitait une alternance, mais une alternance radicale. Mais ce genre d'alternance n'est pas bonne. Hein? C'est pas bon. On change pas tout comme ça. Le président prend le pouvoir et accepte de faire une coalition FCC cash. Alors, il a donné les principes, il a donné sa ligne de conduite et sa vision. Mais vous avez vous-même remarqué que dans le début de son mandat, rien n'allait, rien ne bougeait, tout était atonisé. On va dire, même pour les gouverneurs, pouvoir agir dans leur zone, c'était compliqué. Les ministres, on dirait qu'ils n'avaient pas d'autorité, même pour leur signature. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Ça n'évoluait pas. Le président a parlé, il avait déjà stipulé que celui qui n'adhérait pas à sa vision, c'était Bic Rouge. Je veux dire, il ne surprend personne, le président, quand il fait ça. Il avait annoncé la couleur. Et ben, on a vu que cette frange du FCC qui était au gouvernement ne faisait pas bouger les choses. Et concrètement, ça veut dire que dans les 2-3 ans qui restent au président, il faut changer, ou sinon son mandat sera nul, on va dire, nul et sans effet. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a pris les choses en main, il a donné l'impulsion, voilà. Kaboun, dans un premier temps, avait été retiré, mais bon, maintenant on essaie de le faire revenir peut-être en force. On a changé le bureau, et on a déchu le bureau du Parlement. C'était un signe fort, c'était dans un premier temps pour montrer que le président avait réellement le pouvoir, et que maintenant il faut se doter d'une nouvelle majorité parlementaire pour pouvoir asseoir un gouvernement qui puisse s'activer, on va dire. Alors, parlons bureau de l'Assemblée nationale. Alors, qui va être président de l'Assemblée nationale? Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera Kaboun toujours? Est-ce que ça sera un membre du PPRD? Est-ce que ça sera un membre du MLC? Est-ce qu'un membre de la MOUCA? Qui sera président de l'Assemblée nationale? Écoutez, le bureau. Moi, en tant que membre du parti, sincèrement, Kaboun. Sincèrement, parce qu'il y a eu tellement d'injustices
à son égard, hein. Déjà, le fait de le destituer comme ça, Mais le pays ne va pas tourner aux humeurs de Kabound. non, Ça ne sera certainement pas pas. une vengeance. Non, 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 mais c'est ça. En fait, si je dis certainement Kaboun, c'est parce que les gens vont se rendre compte de sa personnalité réelle. Parce que la façon dont on l'a présenté, nous qui le côtoyons quand même de temps en temps, on sait très bien que c'était pas ça. C'était pas l'image que le monde devait avoir de lui. Ben, on l'a pas. Et heureusement pour Kabound, il n'est pas tombé parce que c'était pas à cause d'argent, c'était pas à cause de quoi que ce soit, mais c'était plutôt à cause de son franc-parler. Simplement parce qu'il a dit que 7 millions de dollars allaient servir à une session extraordinaire, à un congrès. Et ben, on lui a trouvé tout le monde. Mais maintenant, de là à faire de lui le président de l'Assemblée nationale, vous ne trouvez pas que c'est trop beau pour être vrai? Mais écoutez, c'est quelqu'un quand même qui s'est beaucoup activé pour cette opposition, hein. Mais on dit qu'il est étudiant. Comment un étudiant va gérer l'Assemblée nationale? Il est étudiant, mais il est compétent, hein. C'est parce qu'on ne peut pas montrer des images. C'est quelqu'un qui... Et regardez, il a géré notre parti pendant plusieurs années. Et notre parti, c'est pas quelque chose... C'est pas un bloc monolithique, hein. Vous avez comme ça des gens qui ont de l'influence, mais il a pu les gérer, il a pu maintenir le parti, il a pu gérer la campagne du président à partir d'ici. Non, c'est quelqu'un, je vous assure, il est pas très bien connu. Alors, est-ce que vous pensez que pour avoir géré le parti, on peut gérer l'Assemblée nationale directement? C'est deux entités totalement différentes. C'est vrai que c'est deux entités totalement différentes, mais un bureau ne se gère pas, comment dire, ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est pas de l'improvisation, il y a des procédures, etc. Il a juste qu'à prendre connaissance de ces procédures, il aura des conseillers. Et non, pour moi, je ne pense pas que ça peut poser des Et problèmes. donc, est-ce que Kabounda a des chances d'être président de l'Assemblée nationale? Écoutez, moi je l'espère en tout cas. Est-ce que ça va être négocié ou ça va être imposé? Je pense que ça va être quand même au terme de négociations. C'est pas quelque chose que le président peut imposer. Vous savez, le président a fait une union nationale. Il a un peu récupéré toutes les grandes franges politiques de notre pays. Et je crois qu'il y aura des discussions autour de... Mais comment il va faire, Kaboun, si jamais c'est lui le président de l'Assemblée, disons de l'Assemblée nationale? Il va laisser le parti, il le sera entre les mains de qui? Lui qui aime bien ce parti, il aime bien être président AI de l'IDPS. Ouais, mais Comment bon, va-t-il faire? là, en tout cas, le fait qu'il veuille rester président, hein, après être entré au Parlement, c'était qu'il fallait maintenir quand même une cohésion, parce qu'on est quand même un parti qui maintenant est transnational, et il fallait maintenir une cohésion autour de lui, enfin, pour laisser un peu plus de liberté au chef d'État. Là, je pense qu'il pourrait aussi céder à Le parti. le parti, mais là, je ne parle qu'en mon nom, ça n'engage que moi. Est-ce que, bon, et ceux qui pensent que Kaboun ferait un bon ministre de l'Intérieur? Euh, moi, personnellement, j'avais sollicité ça, mais M. Kankonde s'en sort très très bien. Très bien. Alors, mais je ne pense pas que M. Kakonde reviendra après ministre de l'Intérieur. Mais écoutez, on peut toujours compter sur lui, hein. Mais si vous voulez faire le changement, il faut alors changer totalement. M. Kakonde, depuis qu'il est là, il n'a ramené aucune réforme, selon certaines personnes, aucune réforme de la police. Le président a montré sa volonté de fermer tous les cachots de l'ANR. Il a réussi par sa propre volonté. Le chef de l'État l'a fait. Mais après, M. Kakonde n'a pas su suivre l'idée du chef de l'État pour humaniser les amigos, humaniser les cachots des polices. Ça, il ne l'a pas fait. Oui, mais ça, excusez-moi, est-ce que c'était la priorité? Parce que je crois qu'il faut mener des actions comme ça en fonction des priorités. Je crois que le ministre Kankonde avait d'autres grosses priorités qui nécessitaient énormément de fonds et qu'il les a allouées pour ces priorités-là et que ces priorités, vous en verrez leur exécution dans les mois qui vont arriver. Mais son conflit avec la DGM ne l'a pas beaucoup arrangé. Son implication dans l'affaire du Conseil national de sécurité avec son monsieur Alain, ça ne l'a pas non plus arrangé. Pourquoi il s'est mis dans des sales draps dans plusieurs affaires? Bon, vous savez,
il est ministre depuis 2 ans. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Ce sont des événements qui peuvent arriver à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il devrait un peu... Recadrer certaines choses. Recadrer. Alors, et puis après l'Assemblée nationale, c'est aussi le Premier ministre. Là, une motion de censure, les gens veulent le faire partir. Mais comment ça va se passer? Écoutez, moi je crois que concrètement, hein, dans cette idée de motion de censure, je pense que le président a raison. À un moment donné, vous avez fait 2 ans, il fallait que les choses bougent beaucoup plus vite. On a senti que ça bougeait beaucoup au niveau de la présidence en début de mandat, mais au niveau du gouvernement, c'est l'inaction totale. On avait vraiment l'impression que c'était fait exprès pour, on va dire, déstabiliser le président, donc donner une mauvaise image sur son mandat, et en fin de compte, aux prochaines élections, il perdrait parce qu'il n'a pas eu de bons résultats. Alors, le président a pris les mesures qu'il faut. Il va inciter à cette, comment dire, cette, j'ai oublié le terme parce que je suis en train de penser toujours au terme américain, impeachment, cette motion de censure. La destitution exact. du Premier ministre. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va finalement démissionner de lui-même, ou il acceptera d'être ridiculisé et tomber du haut du perchoir? Mais vous voyez, c'est ça le problème. Quand le président montre qu'il n'a plus confiance en vous, je pense que une attitude honorable serait de démissionner. Parce que vous n'êtes plus en accord avec sa vision. Donc il devrait démissionner. C'est tout à son honneur. Parce que concrètement, il y a de vraies raisons. Ce n'est pas des fausses raisons. Il y a de vraies raisons. Mais maintenant, tergiverser sur la procédure, si elle est respectée, etc. Oui, il faut respecter les procédures édictées par la Constitution. Mais le monsieur a compris qu'il n'est plus en bon terme avec le président. Et que voilà. Et est-ce que vous pensez que le Premier ministre s'entête, ou vous pensez que c'est de commun accord avec le président de la République? Non, c'est un entêtement. Et pourquoi il s'entêterait? Je l'ignore. Franchement, je l'ignore. À sa place, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, est-ce que vous choisissez l'impeachment, comme vous dites, c'est-à-dire une motion de censure, ou vous lui conseillez de partir de lui-même? Non, ce qui serait bien, c'est qu'il parte avec honneur. Mais on dirait qu'il ne comprend pas ça comme ça. Mais écoutez, vous savez comment ça se passe ici. Hein, oui. Vous avez vu quand on a déchu le bureau de Madame Janine, vous avez vu vous savez comment est notre population. Hein. Donc toutes les moqueries qui étaient associées. Et j'espère qu'il ne va pas se laisser déborder par ce genre d'événement. Alors parlons-en pour terminer cet entretien. L'union sacrée, finalement, c'est l'union sucrée. C'est l'union de tout le monde. Alors même les plus indécis, même ceux qui ont dit hier, je parle de Lambert Mende, reçu par le président de la République, il dit à la presse qu'il est venu pour les questions des lignes aériennes, ainsi de suite, qu'il est toujours de l'UFCC, il n'est pas de l'union sacrée. Mais alors, 24 heures seulement, rebondissement, il accompagne le MLC, disons l'union sacrée, et puis il dit qu'il n'a pas demandé à Kabila la permission, il le fait. Lorsque vous suivez Steve Mbikaï, qui avait dit qu'il allait rester avec Kabila jusqu'à la mort, c'est son terme, et puis après, non seulement qu'il entre dans l'Union sacrée, mais il dit qu'il est cofondateur de l'Union sacrée, et il demande tout de suite à Kaboun, disons à Katumbi et à Bemba de se prononcer qu'ils ne vont pas postuler en 2023, qu'ils vont accompagner Félix Tshisekedi, parce que lui, il est le président de cet organe, Tshisekedi président en 2023. Est-ce que c'est de la transhumance politique ou c'est un échec tout simplement de l'union sacrée avant sa naissance? Non, ça c'est vraiment de la transhumance politique. On a compris que l'union sacrée, c'était une consultation populaire pour essayer d'avoir une adhésion maximum de la population par ses représentants. Et c'est ce que Félix a fait. C'était très bien. C'était une discussion où il a pu avoir aussi des arguments pour mener cette union sacrée. Comme tu le dis, il y a eu cette transhumance, mais maintenant, le président a une vision. Et vous avez bien compris que lui, quand on n'adhère pas à sa vision, on est écarté. Alors il a accepté tout le monde, mais c'est pas le fait d'adhérer qui est requis. C'est pas le fait d'adhérer
à ce nouveau regroupement, c'est d'adhérer à la vision. Parce que si vous y entrez pour chercher un poste et au final ne vous préoccupez que de vos émoluments, je veux dire, vous n'avez pas votre place. Et je pense qu'ils vont vite s'en rendre compte, très très vite. Donc, est-ce que les gens font un mauvais calcul sur Félix Tshisekedi? J'ai comme l'impression que les gens ne les connaissent pas beaucoup. Ah oui, oui. Il ne tardera pas à les décevoir, en tout cas. Mais rappelle-toi, avant qu'il ne devienne président, tout ce qu'on a entendu, il était un peu dénigré, on estimait qu'il n'avait pas les compétences qu'il fallait, etc. Pantin, marionnette, placebo, excusez-moi, mais... et tout. Mais puis après, on se rend compte que voilà, en peu de temps, c'est une autre histoire. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui est jovial, certes, mais qui ne perd pas le nord. Il sait où il va. Il sait où il va. Vous voyez, son père, Étienne Tshisekedi, prônait l'état de droit. Lui, il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est ça. État de droit. Parce que sans état de droit, vous ne savez rien faire. Ouais. Et les gens ne se rendent pas encore compte de ce que ça veut dire aujourd'hui, mais vous allez voir dans les années à venir qu'est-ce que ça sera. Est-ce que Félix Tshisekedi va surprendre les Congolais? Parce qu'il a dit, hein, il a dit fermement que le Congo avec lui va être très différent du Congo avec les autres. Oui, il a déjà marqué son empreinte, sincèrement. En fait, on a fait un revirement à 360 degrés. Oui. Les gens doivent comprendre ça. Là, maintenant, on repart. Vous savez que l'indice de Mo Ibrahim nous avait mis parmi les derniers. On était même en dessous de l'Éthiopie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On racontait de nous qu'on était dans un pays en guerre, où il y avait la famine, que parfois même on se demandait, mais est-ce qu'on est réellement dans ce genre de... Mais c'est vrai, est-ce qu'on est réellement dans ce genre d'état? Mais c'était comme ça qu'on était considéré à l'étranger. Et là, aujourd'hui, les choses reprennent. Vous-même, quand vous vous baladez en ville, vous ne voyez pas que... Aujourd'hui, on entend encore à la télé des gens dire oui, c'est catastrophique, l'activité économique est non, si, non, non. Human Rights Watch, comment vous qui parlez anglais, vous savez ce que ça veut dire, le Human Rights Watch et tout ça. Human Rights Watch. Oui. Mais cette organisation conteste le premier procès de l'état de droit, ça veut dire le procès Caméré, un procès contre le détournement de deniers publics et blabla, ben ils disent que c'est pas possible, c'est un procès de corrompu et ça n'était pas un bon procès parce qu'ils pensent que ceux qui sont réellement de criminels économiques sont en liberté et ils s'étonnent que Vital Kamerhe soit emprisonné. Alors moi c'est vrai, quand j'ai suivi les trucs, je me suis dit mais est-ce que c'est toujours la même organisation qui militait pour ça ou bon, il s'est passé ce qu'on sait, tout ce qui s'est passé. Mais écoutez, il faut juste se rappeler qui a porté l'affaire en justice. Félix, quand il est arrivé au pouvoir, il a bien dit, c'est pas moi qui vais commencer à tenter des procès à tous les anciens qui ont commis des délits. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Il y a la justice qui sera là. Et ce qui est bien, c'est que dans les recours et tout ce que vous pourrez intenter, vous aurez au moins une justice qui pourrait être équitable. Ici, pour le cas Kamerhe, on a tous suivi le procès, on a tous suivi les arguments, etc. Et les conclusions des juges, au final, nous confortaient par rapport aux éléments qui avaient été apportés. Mais maintenant, c'est à Kamerhe de prouver son innocence. Il a des informations, il doit les donner. Ça nous permettrait comment dire, à la justice de retrouver peut-être les vrais bandits en quelque sorte. Et est-ce que les criminels économiques vont-ils être arrêtés dans ce pays un jour? Écoutez, il faut porter toutes les grandes affaires en justice. Moi, je pense que quand une personne se sent lésée, elle doit pouvoir porter plainte. Parce que quand tu dis est-ce qu'on va pouvoir voir des criminels, mais qui va porter plainte contre ces criminels? Oui, mais l'État, il y a des infractions pour lesquelles l'État s'est saisi de lui-même, le parquet, je veux dire. Ben, écoute, il faudrait qu'il nomme des personnes qui puissent le faire, en effet. Là, moi, je partage ton avis. Oui, très bien. Alors, on a terminé cet entretien qui a parlé essentiellement de l'actualité politique, mais je voudrais revenir à l'UDPS parce que vous êtes cadre. Comment se comporte l'UDPS? Est-ce que vous allez faire comme le PPRD, tout avoir, cette gourmandise, je veux dire, cette volonté de tout avoir,
de tout gagner, de tout gérer, est-ce que vous ne tomberez pas là-bas? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que l'objectif d'un parti, c'est d'être le plus grand possible et d'avoir le plus d'adhérents possible, parce que c'est ça qui fait votre poids politique. Maintenant, ce qui se passe, c'est comment vous allez avoir cette adhésion. Est-ce que vous l'aurez en faisant de la corruption, en achetant à gauche, à droite, ou alors vous allez pouvoir réunir toutes ces personnes autour de vos idées. Et c'est ça le plus important. On a remarqué que le FCC est tombé parce que ses racines n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas profondes. Et Peut-être les idées. les vôtres sont bonnes, vos Oui, racines? le progrès social. Le progrès social. Ok. Qui ne souhaiterait pas le progrès social? Vous savez d'où on vient, non? Est-ce que Kaboul gère bien l'UDPS? Jusqu'à aujourd'hui, il a bien géré. Moi, je n'ai pas eu, on va dire, d'écho. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'histoires, mais Il y a eu beaucoup de soubresauts, mais vous êtes quand même arrivé à régler ça. Comment il a fait d'abord pour régler tous ces conflits? mais c'est pour ça qu'il fallait le maintenir à un moment donné, parce qu'il avait cette autorité au niveau de toute la nation, on va dire, hein, dans toutes nos fédérations. Il a quand même cette autorité-là. Et il est accompagné par des gens qui ont aussi de l'autorité. C'est ça le plus important pour fédérer toutes ces... Parce que cette guerre qu'il y avait entre lui et les professeurs, entre lui et le prof Chilumbu, qu'ils se sont rentrés dedans à un moment donné, mais puis pouf, il y a eu une accalmie, ben, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais c'est le pouvoir, c'est comme ça. Il est à la tête d'une grosse structure politique et d'autres aussi aimeraient bien avoir une place au soleil. Et au final, ça provoque des disputes, mais allez, il faut quelqu'un qui maintienne le cap. Hein. Il faut pas déstabiliser les personnes qui ont cette idée. Et Kabouya, Kabouya est un très bon secrétaire général. avec la garde républicaine. Ah ouais, non, Moi, je trouvais ça un faux débat, mais puis après, je me dis, bon, est-ce que vous pensez répondre à une question dans ce sens-là ou vous trouvez que c'est pas important d'en parler? C'est comme tu dis, ça faut débat. Un faux débat. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Kamanga. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes président de la Chambre du commerce RDC Israël. Ah tiens, d'ailleurs, sur la question d'Israël, pourquoi ne pas en parler? Je Où en t'en prie. sommes-nous avec nos rapports avec l'Israël? Mais écoute, les rapports sont au beau fixe. Tu as appris que dernièrement, l'ambassadeur d'Angola hein, est passé ici. Il a pu avoir un entretien avec le président. Et actuellement, il s'organise peut-être une délégation pour Israël. Et c'était très important. Tu vois, nous, on a créé cette chambre il y a un an déjà, un an et quelques mois. Et notre objectif, c'était d'attirer des entreprises israéliennes, des expertises israéliennes pour développer nos entreprises. Et pourquoi pas le service de sécurité? On dit que l'Israël est une référence en matière de sécurité. Et exactement, il y a pas mal de propositions. Hein. On a des contacts avec de gros consortiums militaires et sécuritaires. Et en fait, il ne dépend qu'à nos institutions de décider de prendre contact avec eux. Quoi, hein. C'est vrai que je sors un peu du cadre, mais si vous le permettez, est-ce que l'Angleterre fait partie de ces petits conflits? Je veux dire, de ces petites ententes. Il paraîtrait que l'Israël ne veut pas de lui ici et que vous voulez de lui ici. Nous, l'UDPS, vous voulez dire? Je veux dire le président. Non, en fait, c'est un opérateur économique. Ouais. C'est vrai qu'il a été condamné par les États-Unis pour certains faits. Alors, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'il soit condamné ici pour pouvoir peut-être s'en débarrasser. Mais c'est un opérateur économique, il faut qu'il y en ait. S'il faut qu'il soit condamné ici, que des personnes portent plainte. Mais si personne ne porte plainte, voilà, on le laisse fonctionner. Mais tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Donc, Je crois qu'on reviendra sur cette question de façon mieux élaborée. Ouais. Et puis, pour terminer, l'école des guerres. Le chef de l'État a finalement inauguré une école des guerres, ce qui a plu à plusieurs personnes. Mais c'est quoi le but finalement de l'école des guerres? écoutez, on est harcelé depuis combien d'années maintenant? C'est un pays qui est constamment harcelé. Alors si nous, on veut un développement économique,
ne peut pas systématiquement compter sur des armées étrangères. Je pense que le président là, a marqué le pas et a dit, écoutez, on va restaurer nos écoles militaires et on va faire de ces écoles des écoles de pointe, on va dire. Est-ce que c'est la volonté, c'est le projet du président de la République ou c'est dans le principe de la continuité de l'État? Est-ce qu'il a trouvé ce projet de Kabila et celui qu'il parachève? Je ne sais pas dire, je ne peux pas dire si ça avait été émis par Kabila, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la continuité. Parce que, comment vous dire, l'armée, ça se maintient. Une armée, ça se maintient. Vous ne pouvez pas laisser votre armée mourir. À l'époque, lorsque nous étions jeunes à Kananga, nous avions les faux, qui étaient qui recevaient constamment des formateurs étrangers, des formateurs belges, des formateurs français. Donc, Kananga, il y a d'ailleurs une grande école de formation, la meilleure d'ailleurs, l'école de formation du Congo. Oui, ça se trouve là-bas, mon père était militaire, oui, il a fait les faux, il a fait l'école de formation là-bas, beaucoup, jusqu'à 13e promotion, si je me trompe. Oui, beaucoup, et tu te rendras compte que la plupart de ceux qui sont sortis de l'EFO sont aujourd'hui de grands cadres au sein de l'armée. Merci beaucoup Patrick Kamanga, c'était un grand honneur. Merci à toi Christian, ça fait plaisir. Je crois qu'on reviendra très prochainement sur des émissions mieux élaborées, mais je vous inviterai quand le Premier ministre sera finalement... Ah ben oui, il faut en discuter. Quand il faut qu'on en discute sur la vision de gestion et tout le reste. Oui. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir que la percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Amen. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais toi t'es kanyoso biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et toi t'es kanyoso na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuide aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.